On, on va pouvoir commencer, t'es arrivé. Hein, on va pouvoir commencer, t'es arrivé. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, déjà, je voulais vous remercier pour votre présence. On va commencer, on a un petit peu de retard, mais ça a permis aux gens de pouvoir stationner. Je tenais à tous vous remercier, hein, c'est important. Remercier les élus, hein, la présence du président de Plaine-Vallée, M. Luc Striano, qui est là, la gendarmerie, les différents maires de différentes communes voisines aux nôtres. Hein. Donc, je vais laisser après la parole à M. Striano. Ce que je voudrais après, c'est bien entendu, ça sera Philippe Rémy, le directeur du développement économique, qui va vous faire la présentation, hein, la deuxième réunion de concertation. On a énormément avancé, vous pourrez le voir, vous pourrez poser des questions, mais ce qui serait bien, c'est d'attendre la fin de la présentation pour poser vos questions, hein, parce que vous allez voir tout au cours du déroulé, il va répondre à beaucoup de vos interrogations. Voilà, c'est ce que je vais vous demander. Hein, merci. Monsieur Strano, président. Merci, monsieur le maire. Alors, il tient ses engagements, le maire des Anvilles, il est toujours très bref. Alors, je vais essayer de prendre exemple sur votre maire. Merci, Eric. Merci, chers collègues. Mesdames et messieurs les élus, j'ai plaisir naturellement à vous saluer également. Mesdames et messieurs les membres du personnel de la communauté d'agglomération Plaine-Vallée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, alors la réunion de ce soir, vous le savez, j'en suis persuadé, se fait dans un cadre réglementaire et pour faire plaisir à madame Masson, je dirais dans un cadre juridique visant à la création d'une ZAC. Une ZAC, c'est une zone d'aménagement concerté. Et comme son nom l'indique, cette création doit obligatoirement passer par une phase de concertation avec les personnes concernées par le projet et donc tout particulièrement avec les personnes qui habitent dans le secteur. Au-delà de cette obligation, ce qui nous intéresse, et nous intéresse le plus, nous élus, c'est de pouvoir partager avec vous nos réflexions, écouter vos remarques, entendre vos suggestions et bien sûr répondre à vos questions. C'est aussi tenter de vous expliquer les enjeux, les difficultés et pourquoi ne pas le dire, les limites qui s'imposent dans un projet d'aménagement tel que celui de la requalification du Val des Anvilles. C'est un projet complexe, coûteux, dont nous avons souhaité qu'il réponde aux besoins de notre territoire, aux besoins des habitantes et des habitants, aux besoins des communes et aux besoins des entreprises. Ces choix, vous le verrez, ont des répercussions et des répercussions de différentes natures sur les budgets des collectivités, sur le plan urbain et sur les aménagements de la zone, et aussi qui dépendent bien sûr des types d'activités à implanter. Mais ces choix, nous les assumons pleinement, car ils auront avant tout, en tout cas c'est ce à quoi nous nous appliquons, ils auront des effets positifs pour le territoire et aussi pour vous toutes et vous tous. Car si certains projets auraient peut-être été plus simples, sûrement moins coûteux, voire plus rapides, même si ça, je ne suis pas prêt à le garantir, ils auraient eu des conséquences environnementales fortes, n'auraient pas apporté le service attendu au territoire et auraient pu, à la limite, avoir des conséquences économiques non pas positives, mais négatives. Ce que nous souhaitons ici, c'est proposer un projet qui soit à la fois structurant, pérenne. C'est donc un projet d'aménagement durable et un projet porteur d'emploi et d'emploi de qualité. Depuis la première réunion publique qui s'était tenue l'année dernière, c'était le 29 septembre 2021, beaucoup de travail a été fait
De nombreuses études ont été réalisées, d'autres sont encore en cours. Des acquisitions de terrain très importantes ont déjà été bouclées. À l'issue de négociations, nous avons parfois dû marcher sur les mains, c'est dire si elles étaient un peu difficiles. Et les procédures d'urbanisme, vous savez, la France est un pays de temps long, et nous nous efforçons de les faire avancer aussi rapidement que possible. Mais il reste naturellement, ne nous leurrons pas, encore beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour atteindre nos objectifs qui doivent être nos objectifs à vous et à nous. C'est en ce sens que j'emploie le « nous », un « nous » très pluriel. Et il y aura certainement des rebondissements, peut-être de nouvelles opportunités, mais ce dont nous sommes persuadés, c'est que nous aboutirons et nous réussirons. Et puis, s'il fallait donner un exemple de l'opportunité d'une agglomération, nous avons voulu que notre agglomération soit une coopérative de communes, c'est-à-dire de permettre aux communes de faire à plusieurs ce qu'elles seraient dans l'impossibilité de réaliser seules. Il y a des tas de choses que les communes peuvent continuer à faire toutes seules. Et là, ce n'est pas la peine d'alourdir les procédures en essayant de s'associer. Mais il y en a d'autres, tels que l'aménagement du Val des Anvilles, qui, et ce n'est pas faire injure à mon excellent collègue Éric Battaglia, n'était pas à la portée d'une commune comme les Anvilles, n'aurait pas été à la portée d'une commune comme celle de Soisy-sous-Montmorency, qui est un petit peu plus peuplée, mais pas beaucoup plus, n'aurait pas été à la portée d'une commune isolée pour le réaliser tout seul. Il en est de même des Monts du Val d'Oise, que la communauté d'agglomération a réalisé, ou encore le parc technologique de Montmagny, pour citer quelques exemples, avec des créations de 1400 emplois sur les Monts du Val d'Oise, et on est à 400 emplois sur le parc technologique de Montmagny. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je me suis appliqué à être aussi bref que possible, beaucoup moins que votre maire, mais je vous souhaite à toutes et à tous une soirée instructive. Je me permets de réitérer les conseils d'Éric Battaglia. Essayez de suivre toute la présentation, parce qu'il y a peut-être des questions que vous allez avoir envie de poser et vous aurez la réponse. Et puis après, nous sommes là, jusqu'à plus soif, pour tenter de répondre à toutes vos questions. Merci de votre présence, merci de votre attention, et je laisse la parole à Monsieur Philippe Rémy, Monsieur Rémy dans ses œuvres. Merci, Président. Merci, Monsieur le maire. Donc, moi, je serai un peu moins bref, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, l'objectif, c'est un peu fort. Si tu peux baisser un tout petit peu, s'il te plaît. L'objectif, c'est de repartir de la réunion de l'année dernière, de fin septembre. Oui, merci. Et de vous dire, alors d'abord, vous faire quelques rappels quand même pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui ne se souviennent pas. Donc, faire le rappel de ce qu'on avait dit au mois de septembre et puis mettre à jour par rapport à tout ce qui s'est passé depuis, puisque vous allez voir, il s'est passé pas mal de choses, même si je sais que vous ne voyez pas beaucoup de choses sur le terrain. Il y a eu quand même quelques fouilles archéologiques, mais il y a un gros travail qui a été fait. Donc, on va vous présenter ça ce soir. Donc, le programme, le voici. On va commencer par les dernières actualités. On va repartir après le 29 septembre 2021. Il s'est passé pas mal de choses. Ensuite, présenter le projet et puis ses évolutions depuis la fin de l'année dernière. Alors, ce qu'on n'avait pas dit la fois dernière, c'est, même si on l'avait évoqué, c'est le projet, comment dirais-je, spécifique sur le bâtiment dit ex-Castorama et puis avec but. Donc, on a Pascal Baudelet qui est là, qui prendra la parole pour vous présenter les éléments de ce projet-là, hein, donc qui travaille dans le groupe Devenir. Ensuite, on fera le point sur la concertation en cours. Donc, ce soir, c'est une réunion de concertation, c'est la deuxième. Depuis la dernière réunion, il y a eu beaucoup de
comment dirais-je, de remarques, de propositions qui ont été faites. Il y en a eu au moins une quarantaine, hein, donc c'est vraiment beaucoup pour ce genre de projet. Donc on va les reprendre, toutes les questions qui ont été posées, et puis faire le point sur les éléments de réponse qu'on a déjà. Comme ça, on sera tous au même niveau d'information. Puis ensuite, on terminera par les éléments plus de procédure, de planning. Et donc là, je passerai la parole à Fabien Corbineau d'Expertise Urbaine qui vous présentera tout ça. On terminera par ça. Alors, on attaque par le plus important, même si vous connaissez bien, il faut se rappeler quand même où on se trouve, non seulement sur la communauté d'agglomération là que vous voyez à gauche, c'est quand même un ensemble de 18 communes, et la réflexion qu'on a sur ce type de projet, surtout quand on parle de développement économique, c'est à cette échelle, hein, ce n'est pas à l'échelle d'une commune, ça a beaucoup plus d'impact qu'une seule commune, bien entendu, et heureusement d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est de se rappeler à la fois le site en lui-même et sa situation le long de la RD 301, hein, ce n'est pas pour rien si c'est là, bien évidemment. Ce n'est pas une page blanche. Il y a tout autour un certain nombre de, comment dirais-je, d'espaces urbains, alors qui sont à la fois des contraintes et des opportunités. L'autre côté de la RD 301 sur Moisselles, donc on a le Modo, hein, qu'on connaît bien. Donc c'est une locomotive économique, donc c'est extrêmement intéressant pour notre projet. Bien sûr, on a les villes de Daumont, de Moisselles, des Anvilles et donc de l'habitat tout autour. Donc c'est un élément dont il faut tenir compte, bien évidemment, mais c'est intéressant quand même d'avoir des habitants. Ça veut dire qu'il y a un potentiel aussi d'emploi et un potentiel économique. Et puis le grand paysage derrière, qu'il faut préserver et qui est aussi un atout pour la zone, puisque vaut mieux avoir une belle vue. Donc, c'est des éléments de contrainte, mais à chaque fois, il y a le côté évidemment positif aussi pour le projet, qu'on n'oublie pas. Alors, les dernières actualités, alors, ça ne date pas tout à fait d'hier, mais comme on ne s'est pas vu depuis, on avait dit à la réunion du mois de septembre qu'il y aurait une évacuation, effectivement, je crois, il y avait 120 caravanes. Donc, ça a été fait comme on l'avait, comme Monsieur le maire l'avait expliqué d'ailleurs. Et donc là, vous avez l'image drone vraiment de l'ensemble de la zone, comment dirais-je, inoccupée, enfin, avec les caravanes qui venaient juste, si vous voulez, de partir. On a également, je pense que peut-être vous l'avez remarqué, installé un portique. Voilà, donc qui a été financé par l'agglomération. On a installé un Algeco avec un gardien aussi, alors qu'il n'arrête pas d'ouvrir le portique à chaque fois qu'il y a un camion qui arrive, qui fait plus de 2,20 m. Bon, c'est un peu une situation, si vous voulez, provisoire. Hein. Les choses, au fur et à mesure de l'aménagement et de l'occupation du site, vont s'améliorer. Il y a également 2 caméras reliées au centre de surveillance urbain intercommunal qui ont été installées en plus. Et bien sûr, dans le site, à terme, il y aura d'autres caméras ou à d'autres endroits plus stratégiques qui seront déployés en fonction de l'aménagement du projet. Vous avez, j'espère, remarqué les différentes tranchées qu'il y a sur les 5-6 hectares de terrain qui ne sont pas urbanisés. Donc là, c'est les fouilles archéologiques qui ont été réalisées à partir de mi-mars, donc par l'INRAP, qui est l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc, c'est des fouilles qu'on est obligé de faire avant une opération d'aménagement. Alors, ils n'ont rien trouvé. Hein. Ils n'ont rien trouvé. Alors, heureusement quand même, parce que quand on trouve des sites, surtout si c'est des sites un peu importants, eh bien, on a non seulement des retards qui peuvent être considérables, et en plus, c'est la collectivité qui paye les fouilles. Alors, des fouilles, il y en a eu... je crois qu'il y en a eu à Persan il n'y a pas longtemps, ça leur a coûté 1 million hein, quand même, donc c'était un beau site. Donc là, ils n'ont rien trouvé et donc ça veut dire que les terrains sont maintenant libérés de cette contrainte. Alors, autre chose aussi très important, peut-être une des choses les plus importantes, l'air de rien, fin septembre, je vous avais présenté cette carte, si vous vous rappelez, avec 2 bâtiments
Je vais prendre cet outil quand même, puisque je l'ai. À l'époque, je vous avais montré que ces deux bâtiments-là étaient en vert. Ça veut dire qu'ils appartiennent à l'EPF. Donc, l'EPF, si vous vous rappelez, c'est l'établissement public foncier. Donc, c'est un établissement public qui porte le foncier, qui achète le foncier, tous les terrains, pour le compte de la collectivité. Donc, fin septembre, l'EPF avait ces deux parcelles. Et je dirais que tout le reste n'était pas sous maîtrise, on va dire, publique pour la réalisation de l'opération. Et puis, comme je vous l'avais dit, on a cet espace-là qui est constitué du bâtiment ex-Casto et de l'enseigne But, qui, lui, avait vocation à avoir une maîtrise ultérieure par un opérateur privé. Donc ça, c'était septembre 2021. Et donc là, la carte d'aujourd'hui, toute récente, vous voyez, tout ce qui est passé en vert. Donc tout ça, ça veut dire que ça a été, si vous voulez, acheté, donc comme le rappelait le président, avec beaucoup de négociations, parce que c'est vraiment pas simple, par l'EPF. Donc ça veut dire que tout ce qui est en vert, c'est maîtrisé pour l'opération. Je vous rappelle qu'il y a 15 hectares. Et donc là, on commence à avoir une partie relativement importante. C'est sur ces terrains-là où les fouilles ont eu lieu. Alors maintenant, on va parler du projet à proprement parler. Maintenant que je vous ai fait les dernières actualités du site, vous rappelez les enjeux du projet. Donc, on a la question du site, le programme, la question des dessertes et puis les questions foncières que je viens d'évoquer. Alors, le site, je vous l'ai dit, ce n'est pas n'importe quel site, c'est un site qui est en entrée de ville, au pluriel. Il y a de l'habitat, il y a des aspects environnementaux importants dont il faut tenir compte dans notre projet et c'est ce que nous faisons. Les éléments de programme. Donc, l'idée, c'est de faire une nouvelle zone d'activité mixte qui doit équilibrer, qui doit, comment dirais-je, respecter les équilibres commerciaux, pardon, je vais y arriver, et avec une logique de mixité, c'est-à-dire que ce ne sera pas que du commerce comme c'était le cas auparavant. La desserte, on sait que c'est une zone qui est très visible, là pour le coup, on ne peut pas tellement faire mieux, mais qui est difficilement accessible puisqu'on y accède et on en repart de façon quasiment indirecte. En tous les cas, pas directement à partir de la RD 301, ce qui est quand même un problème pour la pérennité du site et sa réussite économique. Et puis la question du foncier. Alors d'abord, si on n'a pas de terrain, on ne fait rien. Bon, vous voyez que la carte devient verte, donc ça s'améliore. Mais la problématique de ces terrains, c'est que ce sont des terrains bâtis qui ont donc une certaine valeur. En tous les cas, ils ont une valeur bien supérieure à des terrains complètement libres. Et ça, c'est une répercussion importante sur l'équilibre économique de l'opération, puisqu'on a un déficit opérationnel. Je vous expliquerai ça juste après, vous verrez, vous comprendrez mieux, qui est très important. Alors, attendez, si je retourne en arrière, ça ne va pas aller. Alors, le périmètre. Rappel du périmètre, parce que ça, c'est une vraie question aussi. Le périmètre, ce que les élus ont choisi, et si vous voulez, ça se fait quand même avec des échanges, des débats, il faut mesurer les impacts des choix, c'est de rester sur le périmètre historique du Val des Anvilles, qui date quasiment des années 70 finalement. Donc, on est rigoureusement sur les 15 hectares historiques du Val des Anvilles et nous avons exclu du périmètre 6 hectares de terrain qui se trouvent sur Moisselles, qui sont des terrains agricoles, constructibles, donc ils étaient constructibles, mais le choix a été fait de les préserver. Voilà. Donc, ils ne sont absolument pas intégrés à l'opération, ils ne le seront pas. Alors, évidemment, c'est un impact, parce que quand je vous dis qu'on achète des terrains ici qui sont bâtis, donc qui coûtent un certain prix, qu'ensuite il faut démolir, voire dépolluer, ce n'est pas la même chose que de racheter du terrain complètement libre agricole. Donc ça a un impact extrêmement important. C'est vrai que là, on a renoncé, si vous voulez, de façon volontaire à des ressources financières importantes pour l'opération. Ensuite, la question qu'il fallait se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des bâtiments?
Alors, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Ça dépend de quel bâtiment on parle. Alors, il y a ce bâtiment-là, on en reparlera, qui est conservé, fortement modifié, j'ai envie de dire même recyclé, vous verrez. Mais tout le reste est démoli. L'intégralité des bâtiments seront démolis. Alors, c'est important de savoir qu'on avait 43 000 à 45 000 m² de plancher finalement qui étaient dédiés uniquement au commerce. On démolit 15 000. Alors, c'est des choses qui vont se préciser, hein. On va en reconstruire. Donc là, il est marqué qu'on va en reconstruire 32 000 en fonction des programmes et des opportunités. Ce sera peut-être un petit peu plus, ce sera peut-être un petit peu moins. Mais en gros, c'est les ordres de grandeur. Alors, sur les démolitions de bâtiments, ce qui est important, comme vous l'avez vu sur la carte du foncier, il y a un certain nombre de parcelles bâties qui sont maîtrisées par l'EPF. Donc, l'EPF va démolir, voilà, dès la fin de cette année ou à la rentrée, septembre-octobre, tous les bâtiments que vous voyez là. Donc, il y en a 7. Voilà. Alors, pourquoi ils démolissent ces bâtiments? Déjà parce qu'ils leur appartiennent, bien entendu, c'est une première raison, mais aussi parce qu'ils sont indépendants et qu'ils sont inoccupés. Donc, les autres bâtiments, en rouge, on n'a pas encore la maîtrise foncière. Voilà, où on a des bâtiments comme ça qui sont contigus, donc il faut bien entendu maîtriser l'ensemble et que l'ensemble soit vide pour pouvoir démolir. Mais enfin, déjà, information importante, dès le mois de septembre-octobre, vous allez voir petit à petit 7 bâtiments qui vont être démolis. Donc ça va quand même être assez spectaculaire. Ensuite, on avait, donc, comme je vous l'ai dit, la question des accessibilités. Donc aujourd'hui, on voit bien sur cette carte qu'on rentre et on sort indirectement par le sud, hein. Le sud est à droite, désolé. Donc on rentre indirectement par le sud, donc ça, c'est pas bon, enfin, c'est pour de l'activité économique. Alors pour du commerce, c'est vraiment pas terrible, pour pas dire franchement mauvais, mais même pour tout type d'activité, il faut pouvoir accéder facilement, être visible pour le commerce et accessible, et être accessible pour tout type d'autres, pour toutes les autres activités. Donc, condition sine qua non, comme je l'avais marqué, c'est de créer des nouveaux accès. Et donc, l'idée est la suivante. On va avoir toute une séquence, si vous voulez. Donc là, je suis sur la RD 301. Hein. Donc, d'ici jusqu'à la sortie suivante vers Moisselles, certainement donc on est sur une départementale, toute une séquence où la vitesse sera peut-être un petit peu réduite par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va recréer un certain nombre d'accès et il faut certainement sécuriser cet ensemble-là. Tout ce qui est en bleu existe déjà, donc on le garde. Donc ça, c'est quand même aussi un choix fort parce que ça veut dire qu'on réutilise l'existant. On ne le démolit pas. Donc, les voiries et les réseaux d'assainissement, par exemple, qui existent, puisqu'il y a de l'assainissement partout ici, hein, on le garde. Alors, ça va être réhabilité, recalibré, mais c'est conservé. Et ça, sur le plan quand même, j'allais dire, d'économie de matière, de gaz à effet de serre, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, évidemment, c'est un impact positif, comme je viens de le dire, qui est fort, mais c'est aussi un impact qui complique le projet puisque toutes les parcelles, tous les lots, ils sont déjà dessinés, si vous voulez. On est obligé de faire avec des lots existants. Vous voyez, par exemple, celui-ci, c'est le plus significatif. On a un triangle là au milieu, il faudra qu'on réutilise le triangle tel qu'il est, forcément, puisqu'on garde les voiries. Et donc après, on va créer une sortie de la RD 301 pour rentrer sur la zone, une accessibilité directe sur la station-service, un bypass en sortie de la zone pour rejoindre directement la RD 301. Donc ça, je vous l'avais dit la dernière fois, ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'en plus, on va sécuriser la sortie de la station-service. Alors, je vous montre ça de façon plus précise. Alors, déjà, le bypass. Donc là, je pense que vous vous repérez bien. Hein. On voit le but. La station de lavage est ici.
vous sortez de la zone directement et hop, vous rejoignez directement la RD 301. Donc, ça évite d'engorger ce giratoire-là. Première chose. Ensuite, pour la suite, donc vous voyez la station SO, c'est le point de repère. Voilà ce qui va se passer. Donc, on va avoir comme ça une sortie de la RD 301 pour ensuite rejoindre la nouvelle zone d'activité. Donc, si vous voulez, à partir de là, à peu près, c'est les voiries existantes. Là, tout ça, c'est créé. Ce giratoire-là sera créé dans la zone. Et on aura la possibilité, bien entendu, en sortie, d'aller, si vous voulez, tout droit, directement vers la station-service. Et ensuite, ce qui est un petit peu nouveau, voilà, la sortie de la station-service avec une voie qui va longer la RD 301 complète. Voilà, et donc qui permettra de rejoindre, là on aura une accélération qui sera beaucoup plus longue, la RD 301, ou qui permettra de sortir, là c'est la sortie Moisselles, vers l'aérodrome ou à gauche vers la gendarmerie à Daumont, vous voyez. Alors, on change maintenant de thématique, la programmation. Donc ça, c'est ce que je vous avais présenté la dernière fois. Donc l'idée, c'est vraiment de la mixité. Donc c'est que du développement économique, c'est que de l'activité économique. On est dans la mixité d'activités. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait une vraie diversité d'offres et qu'on ne soit pas uniquement, comme c'était le cas avant, que sur du commerce, puisque avant on avait 45 000 m² de commerce. Demain, M. Baudelet vous confirmera les choses, mais sur l'ensemble du commerce envisagé, on doit être sur tout ce qu'on voit ici. Ça, si vous voulez, c'est l'emplacement du Castobut, à peu près. Tout ce qu'on voit ici, on doit être à 22 000 m² en tout de commerce. Donc, la moitié de ce qu'il y avait avant. Et tout le reste, c'est autre chose. Donc, on a… Ce qui a changé par rapport à la dernière fois, c'est que les restaurants qu'on vous avait présentés, ils seront plutôt compactés, alors soit sur cette partie, soit sur celle-ci. Ça, ce n'est pas encore complètement défini. Ça ne change pas énormément de choses, mais l'idée, c'est de les compacter sur un seul îlot. Voilà, pour des questions, c'est toujours le même principe, c'est pour des questions d'économie foncière. Il faut essayer de mutualiser les parkings et moins consommer de terrain, moins imperméabiliser. Alors, ce n'est pas facile parce que les promoteurs n'ont pas encore forcément tous ces réflexes-là, mais on les incite à le faire très fortement, pour ne pas dire qu'on l'exige, pour que vraiment on ait des choses qui soient quand même plus compactées et qui laissent du terrain pour d'autres choses. Bon, parce que le terrain est extrêmement précieux, on n'en aura pas, à l'avenir, on n'en aura pas beaucoup d'autres. Donc, voilà, cette partie-là, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Ici, on avait parlé d'artisanat. Bon, on nous a évoqué à plusieurs reprises la problématique de la proximité entre l'artisanat et puis de l'habitat. Et donc, on pense quand même que de mettre du commerce, bon, ce n'est pas du tout à l'échelle, parce que là, on a l'impression que c'est gigantesque, mais ce n'est pas si grand que ça. Ça doit faire 3 000 m², en fait. Vaut mieux mettre du commerce à cet endroit-là, à proximité de l'habitat. C'est beaucoup plus facile à gérer, ça a beaucoup moins d'impact sur l'habitat que de l'artisanat. Et donc, ce lot-là, on le récupérerait, puisqu'on concentre la restauration ici, ce lot-là, on le récupérerait pour du service et du loisir. Alors, ça à étudier, c'est à regarder, parce qu'il y a beaucoup de types de loisirs. Alors, vous avez compris qu'on est dans la concertation, donc on n'est pas en train de vous présenter des éléments de projet complètement ficelés. On a des hypothèses, on vous les présente, on y réfléchit, on les étudie. On reviendra ultérieurement pour préciser les choses ponctuellement. Donc là, beaucoup d'entre vous nous ont évoqué l'idée de réfléchir à une petite partie loisir. Et donc, ça avait été dit à la dernière réunion et on a reçu énormément, dans les 40 propositions, il y a énormément de personnes qui ont dit « mais pourquoi pas du loisir, pourquoi pas du loisir ?» Bon, après, la question, c'est quel loisir, parce que le loisir, il y en a beaucoup différents. Mais donc, on se propose d'y réfléchir à cet endroit-là. Et puis, à cette entrée-là, on avait envisagé un bâtiment tertiaire, donc ce n'est pas encore complètement arrêté, mais ce serait plutôt à cet endroit-là du commerce.
Et le long, mais ça on en reparlera après avec Pascal Baudelet, ici il y a une protection paysagère supplémentaire qui est envisagée. Alors voilà, ça c'est la carte de l'insertion paysagère. Alors ce que vous voyez là, c'est plus, c'est pas une réflexion d'architecte où on va déposer un permis, hein. C'est plutôt des plans de réceptivité. Vous voyez, c'est pour ça que c'est des cubes. Car voilà, sur une parcelle comme ça, on peut à peu près faire telle superficie. Quand ce sera un vrai projet, on aura des bâtiments qui vont être travaillés, qui vont avoir des formes différentes. Là, c'est un élément de principe pour imaginer la réceptivité des parcelles. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous préciser, mais en gros, ça pourrait être quelque chose comme ça. Peut-être qu'ici, on n'aurait qu'un bâtiment qui serait un petit peu plus grand, vous voyez, avec davantage de terrain libéré. Bon, on n'en est pas du tout là pour le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est la disposition générale, les éléments de voirie et puis surtout les éléments d'insertion paysagère, puisque ici, on doit considérer et on considérera, et on va pouvoir le faire de façon très fine grâce à la ZAC, justement, que c'est une zone, que c'est également une façade. Si vous voulez, naturellement, jusqu'à maintenant, les façades, c'était quand vous passez sur les RD 301, tout ce qui se voit ici, c'est du commerce, donc il faut qu'il y ait des façades avec des enseignes. Bon, ce n'est pas nécessairement joli, mais les façades, on pouvait considérer que c'était que là. À partir du moment où on construit, y compris à l'arrière, puisque là, ce n'est pas bâti aujourd'hui, ici, ça devient une façade importante parce qu'on a un espace paysager dans lequel on peut se promener, mais aussi parce que, quelque part par là, il y a le village de Moisselles. Et donc, tout ça devient de nouveau, non pas des arrières de bâtiments, mais des façades à travailler. Vous voyez, ça, c'est des choses extrêmement importantes. Ce que vous voyez aussi, mais bon, là, le rendu au niveau de la projection n'est pas extraordinaire, mais il y a beaucoup d'espaces verts, il y a beaucoup d'espaces plantés. Alors, oui, c'est pour faire joli, mais pas seulement, c'est aussi pour gérer la question des eaux pluviales, qui est quelque chose évidemment d'essentiel. Vous voyez, il y a plusieurs bassins. Et ici, l'idée, c'est d'avoir le plus possible. Là, vous avez un bassin, là, vous avez encore un bassin. Il y en a un ici. Bon, l'idée, c'est d'avoir le plus possible de la pleine terre pour que l'eau puisse pénétrer naturellement. Alors là, on ne voit pas beaucoup, je suis désolé, hein, mais ce n'est pas l'idéal. Il faudrait un très grand plan. Ce qu'on a voulu montrer ici, vous voyez, sur les vues 1, 2 et 3, c'est que bon, on a le long de l'RD 301, ça c'est connu, c'est assez naturel, si je puis dire, mais on a aussi tout ce qu'on voit et tout ce qu'on verra, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, par d'autres sites, soit des quartiers d'habitation, soit de la plaine de France à l'arrière. Autre élément de réflexion aussi, c'est évidemment la question des pistes cyclables. Donc, il faudra travailler, hein. Là, l'idée, c'est que le principe, on en aura une rentrante et une sortante, bien sûr. Et ça, je crois que monsieur le maire en parlera tout à l'heure, mais il faut réfléchir et étudier à des prolongements et puis à des raccordements pour que l'ensemble soit traversant. Et puis, évidemment, une ligne de bus. L'idée, c'est de faire rentrer le bus ici, puis de le faire repartir. C'est assez évident et ce sera quand même quelque chose qu'on considère comme efficace. D'autant qu'il peut facilement, on peut facilement avoir un arrêt ici, là il fait le tour sans problème, et il peut rentrer et ressortir sans aucune difficulté. Voilà, alors ce que je voulais aussi vous rappeler, parce que c'est vrai que le président en a parlé, je vous en ai parlé également, c'est quand même un projet uniquement sur sa partie aménagement. 22 millions d'euros. Alors la partie aménagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces 22 millions d'euros, vous n'avez pas, bien entendu, les constructions. Ensuite, vous allez avoir des promoteurs, des investisseurs qui vont concevoir et construire des projets. Ce n'est évidemment pas dans les 22 millions, hein. Ce serait beaucoup plus. 22 millions,
c'est la partie aménagement, donc acquisition de terrain, démolition, construction des équipements, voirie ou ce genre de choses, dessertes. C'est ça les 22 millions. Donc ces 22 millions-là sont à la charge, comment dirais-je, des collectivités. Donc on a indiqué ici aujourd'hui qui finançait l'ensemble de cette opération. Plaine-Vallée, Ezenville, l'État avec le plan France Relance, le département du Val d'Oise en ce qui concerne bien entendu les routes départementales, et puis la région Île-de-France, qui nous ont… bon, alors, la région Île-de-France et puis l'État, par exemple, je crois qu'il faut quand même le signaler, ils ont considéré que c'était un projet qui était tout à fait exemplaire. C'est le seul projet d'Île-de-France qui a été financé par France Relance et qui est uniquement basé sur du développement économique. Tous les autres projets de requalification, il y a tout un tas de choses, et notamment du logement. Ici, il n'y a pas de logement, et pourtant, on a été financé par l'État et par la région, parce qu'ils considèrent que c'est un projet tout à fait exemplaire. Ce que je voulais juste vous montrer ici, c'est que 22 millions d'euros de dépenses, donc c'est ce camembert-là, eh bien, vous avez la moitié qui est uniquement consacrée au foncier. 50%, c'est le foncier. Voilà. C'est hyper important hein, dans une opération classique. Alors, je ne sais pas ce que veut dire classique, mais en tout cas, chez nous, dans une opération qui ne serait pas une opération de requalification, c'est 15-20%, pas 50%. Donc là, ça montre bien qu'on est en train de requalifier une zone existante. On est en train de résorber une friche commerciale. Donc et de 15 hectares. Donc, c'est quand même quelque chose que vous n'allez pas trouver ailleurs. C'est vraiment une opération particulière. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en satisfaire, mais c'est quand même, pour le coup, tout à fait exceptionnel. Alors, du coup, le revers de la médaille, c'est que si 50%, c'est le foncier, ce qu'on voit ici, les recettes commerciales, donc les recettes commerciales, c'est ce qui est en bleu, c'est les terrains qu'on va quand même pouvoir vendre à quelques promoteurs, bah, c'est que 50% aussi. Donc, ça veut dire qu'il nous manque 50% de l'ensemble de la dépense. Donc, pour ceux qui savent compter, ça va assez vite. Et donc, c'est ça qui est assumé par les collectivités publiques. Mais c'est assumé, mais en même temps, ce n'est pas pour rien, parce qu'effectivement, ces reconquêtes des entrées de ville, on est vraiment dans de la requalification, on est dans la rénovation urbaine, et puis à la place, on est en train de parler, alors 40 à 60 entreprises, évidemment, ça dépend de la taille des entreprises et puis de la superficie d'implantation, mais au moins 800 emplois. Voilà, et ça, on peut penser quand même que en plus de tout ce que je vous ai dit avant sur la reconquête de l'entrée de ville et puis de la résorption de la friche, ça, c'est aussi quelque chose qui est un argument extrêmement fort, puisque les emplois qu'on va implanter, qui vont être créés ou qui vont être implantés ici, les objectifs qu'on a, et bien évidemment, c'est de les proposer le plus possible aux habitants à proximité. Alors, je ne vais pas tarder à passer la parole à Pascal Baudelet. Juste en introduction, je voulais vous remontrer ce slide-là que je vous avais montré au mois de septembre. Là, on va parler du bâtiment Castobut qui est ici. Et vous voyez, on est en 1976. Et quand on regarde l'histoire, ce qui est intéressant, c'est que vraisemblablement, le premier hypermarché du meuble en France a été créé en 1976. Alors, je ne sais pas si c'est celui-ci, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est certainement un des premiers, des tout premiers. Et il est donc implanté, je ne vais pas dire au milieu de pas grand-chose, mais pour le coup, il n'y a quand même pas beaucoup de construction autour. Hein. Donc, il était là avant beaucoup de gens, en tout cas. Et donc, c'est un bâtiment qui a presque un caractère, pas historique, mais quand même, il y a quelque chose. Je pense que même si on peut le trouver moche pour le moment, il a des particularités. D'abord, il est entièrement en béton. Je ne sais pas si vous le saviez. Ce n'est pas de la structure métallique recouverte de bardage, c'est un bâtiment qui est entièrement
en béton et qui probablement mérite par son histoire, par sa structure, non pas d'être démoli, mais d'être totalement, je ne dis même pas requalifié, mais je dirais recyclé. Voilà. Donc là, je vais passer la parole à Pascal, qui va vous présenter le projet de recyclage du bâtiment. Très bien. Tu peux rester sur ce slide-là. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis Pascal Baudelet, je représente le groupe Develir en France et je vais vous parler un petit peu du projet sur lequel on travaille avec la communauté d'agglomération. C'est difficile de parler après Philippe parce qu'il connaît son dossier par cœur. Donc, je serai beaucoup moins à l'aise que lui. On est parti effectivement du postulat de ce bâtiment qui date de 1976. Et donc, on s'est dit, voilà, il est ce qu'il est aujourd'hui, mais il est une structure béton. On est plutôt dans une phase de notre société où on va requalifier les éléments plutôt que les détruire et recommencer à travailler la parcelle. Donc, le postulat de départ, c'était de dire qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment, comment on le garde et est-ce qu'on peut le garder. Alors, vous connaissez par cœur cet immeuble, ce bâtiment. Il est fait 115 mètres de large et plus de 150 mètres de long. Pour travailler du commerce, ça c'était bien avant, quand il y avait des grosses structures, 30 000 mètres carrés, des bâtiments très profonds, c'était simple à travailler. Aujourd'hui, on est plutôt sur une requalification avec des commerces qui ne font pas plus de 30 mètres de long, 40 pour les plus grands, de façon à diviser en cellules commerciales d'entre 300 et 8000 mètres carrés. Donc, on avait vraiment une contrainte forte, c'était de dire le bâtiment est profond et long. Donc, on avait 3 enseignes avec un mélange de flux. C'est un bâtiment qui date de 1976. Donc, même s'il a été requalifié plusieurs fois durant son histoire, voilà, il n'y a pas d'espace extérieur qualitatif. C'est vraiment de l'enrobé sur toute la parcelle. Allez, on l'a écrit, chaque façade exprime l'identité du commerce qui le compose. Donc, on a quelque chose d'ancien, de vieillissant. Aujourd'hui, si vous regardez la structure du bâtiment même, on a toute la façade commerciale face à la RD qui a été fait pour But, avec une zone de stockage, parce que la particularité de But, c'est qu'il a autant de stockage que d'aire de vente et d'exposition du meuble. Donc, c'est une très grande surface, avec un bâtiment Fly qui était accolé et un bâtiment Castorama. Voilà. C'est avec une zone technique à l'arrière qui est immense, hein, puisqu'on est sur plus de 35 mètres, 40 mètres d'aire de stationnement pour les camions à l'arrière, avec des va-et-vient de semi-remorques avec les nuisances qu'on a pu connaître. Voilà, donc on avait les zones de déchargement, la zone de stockage matériaux Casto avec des fénoïques qui viennent, qui prennent les matériaux et qui les rangent. Voilà, pas de barrière phonique. On est sur de l'ancien commerce. Alors, notre projet, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment. Et on est parti non pas d'une feuille blanche, mais d'une feuille avec un bâtiment carré et plutôt rectangle. Et on s'est dit, voilà, il faut qu'on perméabilise le sol. C'était une grosse contrainte liée à l'environnement. Il faut que les eaux rentrent dans le sous-sol. On avait un bâtiment, donc on avait 2 contraintes, c'était de laisser 40 mètres de profondeur de chaque côté. Et on s'est dit, voilà, c'est venu un peu sur le coup de crayon, c'est de dire, voilà, 40 mètres de 2 côtés et un parking central. Et on a commencé à s'amuser à déshabiller le bâtiment et à enlever la toiture, avec l'idée de se dire, OK, ça c'est aujourd'hui, mais dans 20 ans, peut-être qu'on va devoir réutiliser ce bâtiment encore. La société évolue, les normes évoluent. Donc, voilà, donc c'était de dire, on garde la structure pour peut-être, dans 20 ans, de nouveau la réutiliser. Quand Philippe parle de recyclage, c'est un peu ça, c'est de dire, le bâtiment, on va le retravailler en laissant l'opportunité, si demain ça change, de pouvoir en refaire quelque chose. Donc, bien entendu, on avait des contraintes très fortes liées aux façades.
il fallait que le site soit accueillant. L'idée, c'est que quand on arrive sur le site, il y ait une vraie percée sur l'ensemble du projet mené par la communauté d'agglomération. Donc, c'était vraiment, voilà, on est parti des contraintes pour essayer d'en faire des forces. Voilà, alors avec donc redonner une échelle humaine au site, c'est vrai que des bâtiments moins profonds, avec un aspect balade, etc. Voilà, on a une échelle moins gigantesque. On a pensé à des points chauds, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de garder le but. D'accord, ça, c'est une prérogative importante. C'est que le but, c'est un très bon magasin, beaucoup de clients, une grosse zone de chalandise, et ils ne veulent absolument pas partir. Et ça tombe bien, nous, on veut les garder. Donc là, on est au moins d'accord. Mais ça veut dire aussi une grande façade, un grand linéaire. Donc, il fallait pouvoir avoir des points chauds, ce qu'on appelle, nous, en commerce, des points chauds, des points d'animation. On verra tout à l'heure. Non, si tu peux encore revenir juste sur la précédente. Avec des séparations des flux, effectivement, c'est important que le piéton que vous pouvez être ou que nous sommes ne se fasse pas écraser ou ne doivent pas regarder s'il y a un poids lourd qui arrive pour livrer. C'est une dimension assez importante et laisser la place, une place importante aux piétons. On dépose sa voiture et on se balade. Voilà, donc on restructure le bâtiment but. Alors si, vous voyez, on a le bâtiment but, c'est le bâtiment A et B avec le parking au milieu. Ça, c'est l'emprise aujourd'hui du but. Voilà, ça, c'est l'emprise du but. Et on a ajouté un bâtiment C et un bâtiment D. Parce que forcément, ce qu'on enlève, tout à l'heure, Philippe parlait d'un investissement de 22 millions d'euros pour la collectivité. Pour nous, c'est un investissement de 37 millions d'euros. Donc, ce qu'on enlève en capacité de commerce, il fallait qu'on puisse les redistribuer. Il fallait que le site soit un site qui soit attractif. Donc, on était obligé de recréer du commerce. Donc, on ajoute deux bâtiments, le bâtiment C et le bâtiment D, qui vont permettre d'avoir plus d'offres. Donc, on garde, donc sur le bâtiment B, aujourd'hui, c'est le bâtiment but, qui est sur 2 étages. Donc, on garde ces 2 étages, en rez-de-chaussée et étage. Et en fait, on va transférer le but sur le bâtiment C et le petit cadre bleu que vous avez là. But a une contrainte, ils ne veulent pas fermer. Donc, ils ne sont pas opposés à travailler le site différemment, mais on ne ferme pas l'exploitation du magasin. Donc, l'idée, c'était de dire, OK, pour ne pas fermer, on va les transférer en face. Comme ça, pendant qu'on aménage leur nouveau bâtiment, ils peuvent continuer à exploiter. Donc, on est en train de travailler avec les gens de chez But sur des plans. Le bâtiment C serait exclusivement leur zone de stockage, une zone de stockage un peu plus haute que ce qu'ils ont actuellement, et ça serait plus productif pour eux. Aujourd'hui, leur bâtiment est difficile à travailler, il est difficile pour les salariés pour stocker, pour décharger. Donc, on va leur faciliter la vie en leur donnant un outil de travail plus simple. Donc, bâtiment C, le stockage, et le bâtiment en bleu, le magasin But sur 2 étages. Donc, on recrée un étage à ce niveau-là. Alors, la zone technique derrière était une zone importante. Les élus nous ont tout de suite dit, voilà, la contrainte qu'on vous impose, c'est les riverains. Et donc, vous devez penser votre projet pour qu'il y ait le moins de nuisances possible sur l'arrière des bâtiments. Donc, on a essayé de réfléchir avec nos équipes. Donc, l'idée des toitures végétalisées et des toitures photovoltaïques, en plus d'être aujourd'hui une obligation réglementaire, c'est quelque chose qu'on travaille. Et de créer toute une isolation phonique et végétale sur l'arrière des bâtiments. Donc, réduire la zone à l'arrière, on passe de 35 à 22, de 38 mètres à 22 mètres, et d'en faire une grande haie végétale de façon à bien isoler l'arrière des bâtiments du voisinage. Et vous pouvez voir qu'on crée aussi sur la façade du bâtiment, mais on va le voir encore mieux après, des poteaux bois qui vont rythmer toute la façade du bâtiment. Aujourd'hui, c'est un simple bardage.
On va venir y apposer des poteaux bois pour donner une dimension plus sympathique, plus environnementale au bâtiment actuel. Voilà. Alors, le parti pris architectural, c'est de dire on va travailler le bâtiment comme une grande pergola en gardant la structure béton et en faisant pousser la végétation sur ces structures béton. Donc voilà, ça c'est une des images. Encore une fois, c'est qu'un projet et on est au début de l'histoire. Donc on est en train de l'écrire. Ça va évoluer de par vos questions aussi tout à l'heure, vos interrogations. On est vraiment là pour faire avancer ce projet. Et donc l'idée de garder les structures béton, c'est de pouvoir les réutiliser plus tard si on devait les réutiliser et les garder comme support de végétation. Donc, sur l'ensemble du bâtiment, tout le tour du bâtiment, on aura des grands poteaux bois sur lesquels on va apposer les enseignes, d'accord, et qui vont cacher un petit peu le bardage et sur lesquels on va faire pousser aussi de la végétation, de façon à avoir un écrin de verdure sur ce bâtiment qui aujourd'hui est tout sauf un écrin de verdure, quoi. Voilà, ça va donner un peu ça en perspective. Voilà, là, vous entrez sur le site et vous rentrez dans le bâtiment. On a imaginé effectivement donc, vraiment des supports enseignes. À l'intérieur, tout sera vitré, puisqu'on veut que ça soit un élément de promenade, donc à l'abri d'un haut vent, quelles que soient les conditions climatiques. Voilà, vous pourrez déambuler sans être mouillé, enfin voilà, trop de soleil. Voilà, donc du bois, du vitrage, parce que les enseignes ont besoin de présenter leur magasin et leur concept, et de la végétalisation. Voilà, là, c'est aujourd'hui le bâtiment but, donc qui ne sera plus ici, qui sera de l'autre côté. On a imaginé leurs locaux sociaux à l'étage. Enfin, voilà, on travaille avec eux, on est déjà sur le 4e plan, et ça va encore un peu évoluer. Voilà, là, c'est effectivement les poteaux donc, qui sont des poteaux qui vont dépasser un petit peu de la structure de 2 mètres, hein, puisque le bâtiment fait à peu près 10 mètres, on va être à 12 mètres, vont dépasser un peu de la structure pour rythmer tout le bâtiment. Vous voyez, les points rouges que vous voyez, c'est à chaque fois des poteaux bois qu'on installe le long de la façade. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'on a pu regarder, c'est de dire, pour faire grimper la végétation, voilà, la faire grimper le long des murs. Et l'intérieur du bâtiment, on aimerait le concevoir. Donc, vous voyez, c'est là où il y a les pointillés rouges. C'est là où il y a les deux promenades de commerce. On essaie de l'imaginer avec du bois, beaucoup de bois. Les toitures végétalisées. Alors, on travaille sur les toitures végétalisées parce que le but, c'est que ça soit végétalisé tout le temps. En fait, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que quand on végétalise une toiture, soit par économie, soit par... pour végétaliser une toiture, il faut vraiment mettre de la terre pour que ça pousse. Il faut aussi étudier les contraintes environnementales du site. J'ai un exemple, par exemple, à Perpignan, on a construit un centre commercial. On nous a imposé des toitures végétalisées. C'est un fiasco total. Parce qu'avec le vent qui souffle perpétuellement, le soleil, puisque Perpignan, c'est une des villes les plus ensoleillées de France, et la contrainte d'eau, où c'est aussi un département où sans cesse ils sont en problématique d'eau, donc on ne peut pas arroser, c'est à ne pas faire et à ne plus faire. Donc, il faut penser ces toitures végétalisées, essayer de les penser intelligemment pour que dans le temps, ça reste végétalisé. Si ça devient jaune, si ça meurt, il n'y a pas d'intérêt à mettre de la toiture végétalisée, si ce n'est qu'une perméabilisation des sols et des contraintes réglementaires qui nous obligent de perméabiliser tant de pourcentage de la parcelle. Voilà, l'ambiance générale du site, effectivement, c'est les petits ronds rouges, c'est les lieux chauds dont je vous parlais tout à l'heure, les ambiances où on aimerait mettre des points où il va se passer quelque chose sur le site. Voilà.
va le voir après. Voilà, ça peut être, alors ce sont des idées, on est sur de la récupération, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas travailler des points chauds avec des mobiliers de récupération. Je pique-nique, je m'arrête pour déjeuner, je veux prendre un verre. Voilà, ça peut être, ça peut être des idées. Ça peut être aussi l'esprit un peu guinguette. Voilà, on fait une pause, on fait un peu de commerce, on fait une pause. Les gens qui travaillent dans les bureaux s'arrêtent pour déjeuner, voilà, se détendent. On espère créer une ambiance chaleureuse. Encore une fois, ce sont que des inspirations. Voilà pour ma partie, merci. Merci beaucoup. Attendez. Alors, donc maintenant, la concertation donc, qui est en cours, y compris ce soir. Donc, le rappel, c'est qu'on a eu plusieurs réunions, celle du mois de septembre, celle de ce soir, mais également une réunion avec les spéciales entreprises qui a eu lieu au mois de novembre. Vous rappelez aussi qu'il y a un site internet qui est dédié, qui est mis à jour continuellement, donc il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup d'éléments d'explication sur les procédures, mais pas de façon générale, de façon particulière à ce projet-là. Pourquoi il se déroule comme ça, pourquoi ça se passe comme ça sur ce projet du Val des Anvilles. Donc, n'hésitez pas à regarder. Il y a beaucoup d'éléments. Et puis, il y a une lettre d'information à laquelle vous pouvez vous abonner, puisque c'est quand même un projet qui va durer encore longtemps. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à s'informer régulièrement. La concertation en cours, c'est également toutes les remarques, les suggestions, les demandes, les questions, parfois même des schémas qu'on a pu recevoir. Donc, on les a recensés, toutes ces questions-là. Et vous allez voir qu'on a déjà plus ou moins répondu sur la présentation. Donc, à chaque fois qu'il y a un élément, bien souvent, on l'a une fois, 10 fois, parfois même 20 fois, hein, la question, tout ce qui est problématique de nuisance, si vous voulez, hein, nuisance sonore, nuisance visuelle, intégration paysagère. Alors ça, c'est revenu et c'est bien normal. Donc, je pense qu'on vous a expliqué quelles étaient les intentions et le fait que ce sera continuellement dans notre objectif, qui est le moins de nuisances possible. Alors forcément, quand on est sur un projet comme ça, qui sous maîtrise publique, avec un opérateur, donc Devenir, le projet qu'on vient de vous présenter, lui, il va maîtriser son propre site. Hein. Il faut que son investissement il soit pérenne. Donc, il va entretenir, il va surveiller, il va sécuriser, il va nettoyer. Donc, on ne sera pas dans la situation d'aujourd'hui. Demain, il y aura des occupations, mais il y aura aussi des interlocuteurs partout. Donc, on ne sera pas du tout dans la même situation qu'aujourd'hui. Comment gérer les occupations illégales du site? Bon, bah, vous avez vu comment on essaie de procéder aujourd'hui, mais plus ça va aller, plus ce sera simple. Hein. On va démolir les parkings, ils ne seront plus occupables, et petit à petit, on aura des activités avec des activités pour des PME, PMI, bon, bah, ils ont des portails fermés. Il y aura des sites qui seront gardiennés par des gardiens privés. Enfin, tout ça, plus les caméras. Enfin, on va aller vers des éléments d'amélioration. La desserte, j'en ai parlé. Bon, les automobilistes, OK, mais aussi les aspects piétons, les aspects cyclables et puis le bus également. Bon, je ne vais pas vous reparler de tout ce qu'on s'est déjà dit. Vous voyez, développer une offre de loisirs. Alors, il y a plein de choses qui ont été marquées, mais que vraisemblablement, on ne fera pas. Hein. Le cinéma, bon, je ne suis pas sûr, parce que là, question de nuisance, ça peut être un petit peu embêtant. Puis, il y a d'autres projets aussi alentour, dans d'autres communes. Hein. Donc, tout ça, il faut regarder. Hein, toutes ces propositions-là, la question du loisir sera regardée. La culture, c'est peut-être pas ici qu'il faut le faire. Le logement, les choses ont été arrêtées depuis le début. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qu'on ne vous aurait pas dit? La place aux végétales, on a dit. Je ne vois pas. Hein. C'est que des choses qu'on a déjà évoquées. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Fabien Corbineau qui va vous donner les éléments
de procédure et de calendrier. Bonsoir à tous. Donc, il m'incombe de clore cette présentation avant de vous laisser la parole si vous avez évidemment d'autres questions. Ça, c'est un rappel parce qu'on vous l'avait déjà présenté la dernière fois. Mais il faut avoir bien conscience qu'un projet comme ça naît avec beaucoup d'intelligence collective. Évidemment, le porteur de projet aujourd'hui, c'est la communauté d'agglomération Plaine-Vallée. Les communes d'Ezanville et de Moisselles sont associées au projet. On a pas mal de partenaires, on les a identifiés aussi bien pour les aspects fonciers avec l'EPF que le soutien de l'État. Un lien évidemment avec le département, puisqu'on est en lien avec la route départementale. Et une large concertation aussi bien avec les habitants que les entreprises actuellement sur le site. Et également beaucoup aussi des études environnementales, des études urbaines, donc un certain nombre de bureaux d'études qu'on… Ah ben voilà. Super. Un mot sur le calendrier. On l'a dit en introduction, Monsieur le Président, l'urbanisme, c'est le temps long, donc ça prend du temps, ça se prépare, mais on fait tout pour que ça se prépare bien et que ça se fasse conformément aux objectifs qui vous ont été présentés. Tout le bariolé, ben voilà, c'est ce qui a été passé. On est dans une première phase qui va nous amener au dossier de création de ZAC. On a beaucoup parlé de ZAC, zone d'aménagement concerté. D'un point de vue procédure, c'est en 2 temps. Pour information, il y a d'abord un dossier de création qui définit les grandes orientations telles qu'elles vous ont été présentées. Ensuite, il y aura un aménageur qui sera désigné et on passera au dossier de réalisation où là, le projet va être un peu plus précis. Et ensuite, la réalisation effective du projet, d'abord dans la viabilité, les aménagements et ensuite dans les bâtiments. Donc, cette première phase de dossier de création va être poursuivie jusqu'à environ un peu après l'été, parce qu'on a des études environnementales, il y a un certain nombre de procédures à respecter, pas mal de parties prenantes, l'État qui est associé et qui doit vérifier au niveau de la gestion de l'eau, de l'environnement, de plein de critères, que tout soit bien respecté. Première démolition de bâtiments, vous le voyez, interviendront à la fin de l'année. C'est l'EPF qui maîtrise le foncier. Ensuite, l'aménageur sera désigné et en partenariat avec la collectivité, il va travailler sur le projet pour le définir et ensuite mettre en œuvre ce projet avec un objectif mi-fin 2023. Fin 2023, les premiers travaux d'aménagement effectifs, c'est-à-dire les voiries, les réseaux, les espaces verts et ensuite les bâtiments qui seront réalisés. Juste un mot, oui, il y a marqué étape de concertation. Là, on voit des petites étoiles. Là, il y a une étoile là qui est celle de ce soir, c'est la deuxième. Il y aura un autre moment où, préalablement à l'approbation du dossier de création, on doit mettre à disposition du public l'ensemble des dossiers, c'est réglementaire, le dossier de création, l'étude d'impact, l'avis des personnes publiques associées sur ce dossier. Donc, vous pourrez le consulter par Internet, notamment. Et après, d'un point de vue réglementaire strict, il n'y a plus obligation de concertation. Pour autant, la collectivité souhaitera évidemment de la continuer tout au long du processus du projet. C'est pour ça qu'il y a des ronds rouges qui sont pour l'instant hypothétiques. La date n'est pas arrêtée, mais ça continuera tout au long du projet. Prochaine slide indique merci. Merci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation. Merci, M. Baudelet. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir commencer à échanger. Vous avez certainement beaucoup de questions, donc on va y répondre, bien entendu. Alors, n'hésitez pas sur les différents sujets. Vous avez vu les points supplémentaires qu'on a rajoutés. On a essayé de prendre en compte tout ce qui était remonté au niveau de vos observations, que ce soit sur le site ou sur les cahiers de remarques de la commune. Donc, bien entendu, ce qui ressortait souvent, c'était la végétalisation.
Ça, on en a vraiment tenu compte, c'est important. Et les accès, ça, vous en êtes aperçu. Les accès, pour moi, c'était très important. C'est déjà de créer réellement une piste cyclable. Ça, c'est important pour tous les gens qui vont venir, hein, pour limiter le nombre de voitures. Cette piste cyclable, vraiment, est à l'étude parce qu'elle est liée à différents projets qu'on a également depuis un petit moment sur Rézanville. C'est de relier, je dirais, Écouen, la partie d'Écouen, l'avenue du Marais Foch, jusqu'au Modo. Et le moyen d'y parvenir, c'est de passer, je dirais, par ici, hein, par le complexe, par la partie arrière, qui appartient aussi en partie, de rejoindre, vous l'avez vu, effectivement, le centre commercial, je dirais la ZAC, et après, d'essayer de travailler sur la rue Eugène Delacroix. On a la chance qu'elle existe. Peut-être de réfléchir à la mettre en sens unique, pourquoi pas, d'élargir peut-être. Il y a un talus qui appartient aux établissements locaux, à son le propriétaire, peut-être élargir pour créer une piste cyclable qui rejoindrait la piste cyclable qui existe aujourd'hui, avenue Georges Constant. Mais ça, c'est un point important que j'ai souhaité qu'on travaille avec Plaine Vallée, avec tous les services de Philippe. Hein, Philippe, voilà. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir qu'on travaille également avec la RATP. On a une ligne 269 qui dessert Sarcelles à Atteindville. Elle est aujourd'hui très empruntée, mais il faut qu'on puisse la faire pénétrer, je dirais, dans la zone d'activité. Aujourd'hui, je dirais, dans le rond-point qui existe devant les établissements SUSE, hein, les vérandas SUSE. Voilà. Et ça, je pense que ça sera complètement possible avec la RATP. Il faut savoir qu'il y aura, vous l'avez vu, beaucoup d'emplois, et tant mieux. Il faut qu'on facilite les gens qui vont arriver soit de la gare d'Écouen pour pouvoir leur donner accès donc, à cette zone d'activité sans utiliser donc, leur véhicule. Voilà, c'est principalement ces points-là. Vous avez bien vu, M. Baudelet, insister sur cette partie arrière, on va dire, du bâtiment ex-Castobut, on peut l'appeler maintenant le bâtiment de Vliert, hein, où on a vraiment insisté. Il y avait un point important, c'était sur la végétalisation pour les riverains. Et ça, c'était important pour les riverains surtout. Alors, la zone de livraison a été largement réduite, hein, c'est important. Et je sais que le groupe de Vliert, avec l'aide de M. Baudelet, travaille énormément sur tout ce qui est végétalisation. Et ça, c'est important et j'y tiens énormément. Voilà. Donc, pour ma part, voilà, je vais maintenant vous laisser la parole, hein, et on va répondre avec Philippe à toutes vos questions, ou M. Baudelet, concernant le projet de Vliert également. Oui, madame. Deux petites questions toutes bêtes. Qui va entretenir les espaces verts et la végétalisation? Parce qu'au début, ça va être très joli, mais il faudrait que ça le reste. Et est-ce que vous avez une idée de la hauteur des bâtiments en dehors de ceux d'Atlas, Casto, etc., des autres bâtiments? La hauteur des bâtiments. Est-ce que c'est prévu déjà ou pas? Alors, sur la hauteur des bâtiments, M. Baudelet l'a dit, hein, il y a juste le bâtiment aujourd'hui, le bâtiment qui va devenir le bâtiment but, qui va être sur la face arrière. Aujourd'hui, il est déjà sur R+1. Hein, il va rester sur R+1. Il y aura le bâtiment C, dites-moi, M. Baudelet, où ça sera un R+2 uniquement. R+1 également, voilà. Hein. Tout ce qui est végétalisation sera traité un petit peu comme aujourd'hui, hein, même si on ne le sait pas, tous les commerçants se sont rassemblés en syndic. Hein, ça sera à leur charge de gérer et le gardiennage. Oui, alors ça sera géré. Hein. Donc, avec le gardiennage et avec également tous les espaces verts. Voilà, il y aura des contrats qui seront faits. Oui, alors on est dans une situation que vous connaissez depuis des années. On ne pouvait plus gérer, les entreprises sont parties au fur et à mesure. On a de la chance qu'aujourd'hui, grâce également, il faut le dire, au groupe Basalp, qui était principalement les propriétaires, payent encore le gardiennage. Hein, ça, c'est important. Hein, donc voilà. Et on est dans une situation un petit peu pénible actuellement, je le sais bien. Hein. C'est pour ça qu'on a dû, même nous, Plaine Vallée, grâce à, je veux dire, au président qui était là, il a fallu convaincre, lui dire, voilà, il a fallu acheter un portique à la charge de l'agglo, hein, pour essayer de préserver tout ça, et c'était une de nos préoccupations. J'espère qu'il y a d'autres questions ou des suggestions, ça sera important aussi. Hein. Sur la partie des habitations, oui. Oui, oui. Bah, on regardait par rapport à l'ensoleillement, bien entendu. Hein. Oui, oui, par rapport à l'ensoleillement, on va en tenir compte, hein, bien entendu. Hein. J'espère qu'il va y avoir d'autres. Ah, monsieur, allez-y. Merci beaucoup. Donc, je suis Benoît Huette et j'habite Écouen, donc je suis là en tant que voisin, mais aussi en tant que représentant de l'association Val d'Oise Environnement.
Et donc, à ce titre, je vais vous donner un avis en tant que représentant de cette association. Et il y a beaucoup de points positifs dans ce qui nous a été présenté ce soir. Donc, évidemment, nous, en ce qui nous concerne, il y a l'aspect végétalisation qui est très important. Et alors qu'effectivement, à certains endroits, il faudra peut-être faire attention à la hauteur des végétaux pour ne pas gêner les riverains. Il y a d'autres endroits où il faudra, nous semble-t-il, que les arbres puissent pousser suffisamment pour un peu, disons, voiler les bâtiments, même si vous avez apporté une forte attention à l'aspect architectural. Concerne donc l'aspect entretien de la végétalisation, effectivement, est très important. Il pourrait y avoir, comme ça se pratique déjà sur les envilles, je l'ai vu, des espaces de fauchage tardif pour la biodiversité. Hein. Donc tout ça, ça nécessite aussi d'installer des espèces, enfin des végétaux au moins en bordure, qui sont plutôt locaux, qui ne sont pas voilà, des végétaux qui sont pauvres en biodiversité. Et puis l'autre aspect que je voulais évoquer, donc la gestion de l'eau, qui est très bien pris en compte par les surfaces qui sont ouvertes à la perméabilisation plutôt. Alors là, j'avais une question là-dessus. Est-ce qu'en termes de gestion de l'eau, il y a d'autres aspects qui sont pris en compte? Je pense à la récupération des eaux de pluie, peut-être pour servir à l'arrosage des espaces verts, au nettoyage des locaux, par exemple. Et puis, le dernier point sur lequel nous avons plutôt une réserve, c'est la surface de commerce, donc qui tend pour le moment à être étendue par rapport à ce qu'elle était la dernière fois. Et notre souci, en termes d'optimisation d'espace, c'est qu'il n'y ait pas une trop forte concurrence entre les différentes zones commerciales, et notamment avec les espaces de commerce ou de restaurants, parfois récents, qui sont ouverts dans le secteur. Donc, au niveau de l'eau, de la végétalisation, vous vous doutez bien c'est un sujet très sensible et on s'en préoccupe, on y travaille énormément. Concernant les autres commerces, tout à l'heure, le président l'a dit, je vais lui passer la parole parce que je pense qu'il a très envie encore de parler, mais on est habitué, on le connaît. Effectivement, on a une véritable réflexion, c'est la force de l'agglomération, c'est la force des 18 communes sous la présidence de M. Striano, c'est qu'il y a une véritable réflexion qui sont faites, en l'occurrence, sur le développement des monts du Val d'Oise, qui sont, vous le savez, entre Montmagny et Groslay. Il y a la pépinière d'entreprise qui est sur Montmagny, et donc on a une véritable réflexion. Il y a également un mini-projet qui est sur Atteindville aujourd'hui, donc on réfléchit globalement. Et vous doutez bien qu'avec, je pense au maire surtout de Moisselles qui est là, Mme Ribou, on connaît les commerces qui sont aujourd'hui implantés. Il n'est pas question de leur porter, on a une véritable réflexion. Je pense uniquement à l'alimentaire. Il n'est pas question, même si on était très souvent sollicité, pas question d'y mettre de l'alimentaire. Aujourd'hui, on a le Modo qui fonctionne bien, on n'est pas très loin du carrefour de Saint-Brice, donc on ne fera pas de concurrence. On va être très vigilant également sur l'aspect restauration. Voilà. Et après l'implantation des entreprises, il y aura une répartition. Aujourd'hui, les monts du Val d'Oise se remplissent bien. Il y a un projet où il travaille, des fois je me demande les journées où il trouve M. Rémy pour travailler sur tous les projets en même temps avec toutes ses équipes. J'insiste bien, je ne les citerai pas parce que je risque d'en oublier un, je veux vexer personne. Bien entendu sous la coupe de Christine Masson qui est là, au niveau du juridique et qui ne lâche rien. Ça c'est important. Voilà. Mais on réfléchit vraiment, on a une réflexion globale voilà, sur l'ensemble de tous ces projets. Je vais laisser la parole au président qui souhaite vraiment parler, je le sens. Juste un petit mot, il n'y a rien à ajouter à ce que dit monsieur le maire, bien entendu. Non, je pense que la concertation est bien partie parce qu'une concertation qui peut fonctionner, et la remarque de monsieur allait bien dans ce sens, c'est lorsqu'on présente un projet que tout le monde a envie d'améliorer et que personne n'a envie de mettre par terre. C'est comme ça qu'on réussit à faire une belle concertation, comme nous le disions tout à l'heure, en écoutant,
en essayant d'améliorer. Bon, alors sur les essences, on prendra celles qui sont le plus adaptées au secteur. Après, sur la question de l'eau, bon, moi j'ai la chance d'avoir une commune qui est reconnue pour son paysage urbain et sa maîtrise. Alors, nous, on a la récupération d'eau de pluie pour arroser une partie des plantations. Mais après, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que l'ennemi de la potabilité de l'eau, ce sont les bras morts. Et à partir du moment où vous n'assurez pas un débit suffisant dans l'eau potable, vous avez, bon, tout le monde connaît les problèmes de légionellose dans les douches avec les bras morts, mais vous pouvez aussi rencontrer ces difficultés dans la distribution d'eau potable. C'est ce qui limite un peu les choses et il faut être assez vigilant. Vous savez que la ville de Paris a deux réseaux, un réseau d'eau de service. Pour ça, d'ailleurs, vous voyez, quand ils nettoient après les marchés, ils sont assez généreux ou gaspilleurs selon le point de vue que l'on prend. Et vous savez on a retrouvé des virus de la Covid-19 dans cette eau de service. On n'en a jamais retrouvé dans l'eau potable. Bon. Donc, il y a une attention à avoir sur le sujet. Après, je ne pense pas. Bon, il ne faut pas se raconter d'histoire. Quand on fait des travaux, malgré toute notre bonne volonté, on n'a jamais réussi à imaginer des travaux sans bruit, un peu de poussière et un peu de désagrément de circulation. Mais c'est une période transitoire. Et ce dont nous sommes persuadés, c'est qu'une fois qu'on sera arrivé au régime établi, la solution finale sera beaucoup plus agréable que ce qui existe aujourd'hui et que l'on aura un mode de fonctionnement pas convenable, mais qui sera sûrement envié, monsieur le maire, par bien des communes voisines. Bon, mais c'est un peu le défi. Alors après, je voudrais dire un petit mot quand même sur l'équilibre de l'opération, parce qu'aujourd'hui, vous savez, si ça pouvait se faire tout seul, si l'initiative privée était capable de sortir le projet, ça serait déjà fait. Donc nous, on sait que pour boucler le suivant, ça va être entre 5 et 10. L'équilibre se fera, si tout va bien, on mettra 5 millions, je parle de l'agglo. Si ça se passe mal, bon. Donc, c'est le projet, monsieur Philippe Rémy l'a rappelé, c'est le projet emblématique en Île-de-France de la requalification de friches commerciales. Et comme ça a été souligné, c'est le seul projet de requalification de friches commerciales pures qui a été distingué, pour lequel nous avons reçu 2 millions d'euros de subventions et pour lequel nous continuons à faire la danse du ventre pour essayer d'en obtenir encore un peu plus. Mais parce que le projet le mérite. Bonsoir, messieurs, dames, Romain Eskenazi, conseiller communautaire Plaine-Vallée, conseiller municipal à Montmorency. Merci, monsieur le maire, merci, monsieur le président, pour cette belle présentation. C'est vrai que c'était aujourd'hui et depuis plusieurs années vraiment une verrue dans le paysage de notre agglomération. Et puis moi, je passe toujours devant un peu avec nostalgie. C'est là où j'ai acheté mon premier canapé chez Fly et ma première sono chez Milonga. Donc on passe toujours devant en voyant ça un peu triste. Et là, c'est vraiment un très très beau projet avec transport en commun, piste cyclable, verdure, commerce. Donc moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, monsieur le maire, sur la complémentarité, effectivement, avec l'arrêt finalement de la départementale un petit peu avant, qui est la zone de Saint-Brice, qui aurait peut-être aussi, et je parle sur le contrôle de monsieur le président, besoin d'être travaillé, requalifié, peut-être pas autant que ça, mais il y a déjà effectivement de la restauration, du commerce, de l'artisanat avec Pisco, et on en a parlé à l'agglomération, monsieur le maire, monsieur le président, pardon. J'ai vu que vous aviez prévu une zone de service. Est-ce que dans ces services, il serait envisagé justement pour s'inscrire vraiment en complémentarité avec ce qu'il y a autour, avec ce qui manque, je pense, sur notre territoire, sur des services de santé. On subit collectivement le phénomène de désert médical et je trouve qu'avec un si bel endroit, avec des activités à réfléchir pour l'avenir, est-ce que ça a été un petit peu pensé ou envisagé de faire venir ou d'essayer de faire venir des professionnels médicaux, paramédicaux à travers un équipement de service tel que vous l'avez présenté sur le schéma? Je vous remercie, monsieur le maire.
Oui, bien entendu, en service, c'est plus que possible et d'ailleurs, on y travaille déjà. J'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà contacté. Quand on dit service, c'est effectivement tout ce qui est médical parce qu'on a un vrai désert et sur Izanville, c'était vraiment problématique. Un exemple, on est passé de 3 pharmacies à une seule pharmacie. Ce n'est pas la seule activité où on est vraiment en déficit. Et on a des demandes même d'un centre de rééducation, des choses comme ça, parce qu'il y a un véritable avantage par rapport aux arguments que les personnes qui se sont manifestées m'ont dit, c'est qu'on est proche d'un lieu, je dirais, où il y a de la restauration, il y a des commerces, ça peut occuper les gens pendant 1 heure, une demi-heure de rééducation. Il y a surtout du parking aussi, il y en aura, et ça c'est important. Donc ça en fait partie. Donc après ce bâtiment, et je vais dire ces grosses patates qu'on avait dessinées avec Philippe, il m'a dit, il y a de la demande aussi pour du loisir. Le loisir peut toujours inquiéter un petit peu. Vous avez vu, c'était les remarques qu'on a fait ressortir. C'était patinoire, c'était cinéma, c'était, voilà, on peut tout envisager. Aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. Alors tout simplement parce que je parle en présence même du premier adjoint de Daumont, je remercie encore pour sa présence ce soir, où il y a un projet. On a une véritable réflexion avec les autres communes voisines. Et ça serait pareil avec Écouen, voilà. Et sur Daumont, si je me trompe, il y a un projet effectivement de cinéma. Donc à quelques dizaines, je ne vais pas dire centaines, mais dizaines de mètres, nous n'allons pas créer et faire de la concurrence à Daumont. Bien au contraire. Patinoire, non, je ne l'envisage pas. Ça, c'est très clair. Voilà. Je pense surtout qu'il y a des riverains à côté. Il ne faudrait pas créer de nuisance. Moi, ce que je veux vraiment prioriser, c'est, je dirais, l'emploi du commerce. Et ça, c'est important. Et de l'activité pour les PME, PMI. Ceci dit, on doit rencontrer prochainement avec Sabrina et Philippe et d'autres membres de Plaine Vallée et le président, bien entendu, après, des entreprises qui vont nous proposer quelques, je dirais, loisirs qu'on pourra offrir aux jeunes, mais rien n'est figé encore, mais on y réfléchit également. Voilà. Il y aura d'autres réunions de concertation, on avancera, on en reparlera, mais voilà où on en est. Mais le service, pour moi, est important. Vous avez raison. Oui. Un petit mot peut-être sur le désert médical qui ne concerne pas que les zones rurales en France. En fait, il ne suffit pas de construire des maisons de santé pour que des médecins généralistes s'installent dans ces équipements. On a quelques cas dans ce département de maisons de santé qui sont loin d'accueillir les praticiens attendus. Donc, ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous disent d'ailleurs les praticiens, c'est que la médecine d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ne sera pas celle de demain, que les médecins vont de plus en plus travailler en réseau et qu'on va réussir à les retenir en leur donnant des conditions de vie qui soient tout à fait satisfaisantes. Bon, il y a la difficulté aussi, bon, ça c'est plutôt de politique nationale, monsieur le parlementaire, sur 10 étudiants en médecine qui sortent diplômés, il y en a 9 qui se tournent vers des spécialités ou des spécialisations et 1 qui se tourne vers la médecine générale. Et la difficulté, elle est aussi là. Donc, ça passe sûrement par une revalorisation. Et puis, ça passe, certains médecins vont devenir salariés des collectivités parce que sinon, on n'arrivera pas à les retenir. Il y a toute cette palette de moyens, tous ces vecteurs pour les attirer et les conserver. Alors, nous nous y employons. Nous y employons en créant on va créer des structures, mais surtout retenir les praticiens. Et cela, on va retenir les praticiens, les médecins, de la même manière qu'on retient les habitants, c'est-à-dire en s'appliquant à donner des conditions de vie de qualité. Conditions de vie de qualité, ça commence par l'éducation. Il faut que nous nous appliquions, nous, dans les écoles primaires, dans les collèges, pour ce qui est les lycées. Ensuite, on a la chance d'être à côté de Paris. Et pour les études supérieures, si on veut que nos enfants fassent des études supérieures, on est plutôt bien servi. Après, il faut offrir la possibilité de s'initier aux arts, au sport. Et ça passe par cette construction de loisirs sportifs, de loisirs culturels que nous nous appliquons à faire et qui seront sûrement séduisants pour les familles du corps médical, mais aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, sur la zone d'activité de Saint-Brice-sous-Forêt, qui doit être par sa superficie la plus importante de l'agglomération, parce qu'il me semble qu'elle fait 42 hectares,
et elle vivote. Il y a une très belle pharmacie qui se développe à l'entrée, et à la grande surface qui réussit à maintenir son chiffre grâce au drive. Et puis, il y a toute cette série de boutiques, dont une sur deux, et je crois que je suis optimiste en disant une sur deux, n'est pas occupée. Et donc là, on réfléchit bien sûr avec, dans le prolongement de ce que je dis tout à l'heure, cette agglomération, c'est une coopérative de communes. On ne fait rien sur le territoire d'une commune sans que le maire soit d'accord et même demandeur. Bon, l'exemple du Val des Anvilles, je crois, illustre bien cette démarche. Et donc, la ville des Anvilles envisagerait plutôt de réduire à une vingtaine d'hectares la zone d'activité, sachant que 40, c'est compliqué. Et puis, progressivement, peut-être faire un peu d'habitat, mais progressivement, par tranche, sur les Saint-Brice, pardon, sur les 20 hectares restants. Oui, je sais que j'ai parlé de qui? Les Anvilles. Ah oui, oh là là, surtout pas. Oh là là. Pour le moment, on était copains, mais alors ça va se gâter. Bon, donc voilà ce que je pouvais ajouter, mais vous avez raison, la difficulté, parce que quand on regarde la pyramide des âges de nos médecins, on a encore des médecins généralistes, mais on sait que dans 5 ou 10 ans, nous, on a fait faire une étude par l'association régionale des professions de santé, Union régionale des professions de santé, l'URPS. D'ici 10 ans, c'est un peu comme le clergé, hein, ça va être très compliqué. Je vais avoir une question ici. Merci beaucoup. Bonsoir, j'ai une question qui concerne le financement de l'opération. J'ai entendu qu'il y avait une fourchette qui allait de 5 millions à 10 millions pour la communauté d'agglo. Notre commune s'est portée garante. Dans quelle proportion, à quelle hauteur? Et puis, une dernière question concernant les stationnements sous la pergola. Là, je n'ai pas très bien compris ce qui était envisagé ou étudié. Alors, avant de repasser la parole après M. Baudelaire pour les stationnements sur la pergola, sur le financement, donc aujourd'hui, ce qui a été, je dirais, acté, hein, sous réserve encore, parce que vous voyez bien que le projet est encore déficitaire, c'est l'engagement du président à travers la Plaine Vallée, c'est d'injecter 5 millions dans le projet. Et la commune, on est à 2 millions d'engagement. On ne pourra pas aller au-delà par rapport, et vous le savez très bien, Mme Leroux, par rapport aux autres projets communaux que l'on a. Ce n'est pas le seul et l'unique, mais il fallait qu'on contribue. Je pense qu'on a été raisonnable. C'est très conséquent pour le budget communal, je le sais bien, mais il fallait qu'on participe pour pouvoir faire sortir ce projet. Moi, je me souviens que les précédents projets, pour y avoir été impliqués, c'était dès la création de la CCOPF en 2002. Donc voilà, donc on avait fait beaucoup de choses. M. Bourgeois avait énormément travaillé. Ça n'a pas pu aboutir pour une multitude de choses, c'est clair. Et surtout sur quelque chose que je ne voulais pas rééditer, c'était de partir sur les 40 hectares qui étaient prévus au départ. J'ai dit, on n'en est pas question, on ne touche à aucun mètre carré agricole. On reste sur les 15 hectares actuels, ce qui me va bien. Et ça, c'est viable et j'en suis convaincu. Et on s'en aperçoit qu'en moins de 2 ans, c'est viable et ça va sortir de terre. Voilà. Sur l'aspect stationnement, je vais repasser la parole à M. Baudelaire. On va peut-être remettre le slide qu'on vous montre bien un petit peu. Ah, je repasse le président. Je reconnais bien là, monsieur le maire des Anvilles, parce qu'il y a effectivement une participation de la commune, mais il y a aussi des retours fiscaux. Avec cet aménagement, il y a des retours fiscaux qui bénéficient à la commune. Tout le foncier à venir sera engrangé par la commune. Et donc, vous rentrerez avec le temps, alors un peu moins rapidement qu'avant la réforme de la taxe professionnelle, mais vous rentrerez assez rapidement dans vos fonds. C'est ce qu'on appelle dans le langage financier une dent creuse. Et ça, je serai capable effectivement de l'expliquer au sein du conseil municipal, où on va effectivement avoir une dent creuse par rapport aux rentrées, mais après, on va s'y retrouver bien après la fin du mandat, mais on réussira à récupérer nos 2 millions et bien au-delà. Voilà. Alors, pour vous expliquer, c'est un schéma de principe. Les voies de circulation ne sont pas encore créées.
L'idée, c'est ici, on a le bâtiment, alors A ou B, peu importe, avec l'aspect promenade. On le retrouve ici. L'idée, c'est une entrée et une sortie de l'autre côté. Voilà. De façon à ce que les flux ne se croisent pas. Et le parking central. Un vrai parking. Et il y aura du parking à l'arrière et un petit peu à l'avant aussi. Non, il n'y a pas beaucoup de places de parking en fait sous la pergola. Et en tout cas, pas suffisamment pour autant de commerce. Et voilà. Mais c'est encore une fois, on est au schéma de principe. Hein, ça demande encore. On a des cabinets qui travaillent sur les sens de circulation. Et donc ça, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Merci. Ça répond à votre question, madame? Oui. Oui, madame. Oui, donc je disais, je ne suis pas bien sûre de bien tout comprendre au niveau des parkings. Combien de places de parking vous avez prévues et qui sera nécessaire si tout est bien construit comme il faut, toutes les activités? Parce que là, les plans sont jolis avec plein de verdure, mais où vous allez mettre les voitures? Alors, vous avez vu les fameuses patates. Quand on a mis les bâtiments, je ne sais plus le flyer que tu veux passer, on voyait les bâtiments. Autour de ces bâtiments PME, PMI ou de commerce, il va y avoir des parkings également. Hein. Il faut le savoir. Je laisse M. Rémy retrouver le… Il y a beaucoup de verre. Voilà. C'est très bien, moi j'adore. Hein. Mais donc, on voit toute cette partie centrale où ça sera des parkings, effectivement, entre le bâtiment A, B, C et D. Oui, et plus loin dans la zone. Alors, plus loin dans la zone, on peut peut-être revenir en arrière avec les fameux bâtiments qui sont une simulation, hein, les blocs qui étaient en blanc. Voilà. Donc là, vous verrez, il y aura la partie restauration, la partie service, la partie loisirs. Tous ces bâtiments, comme la partie, on va dire, qu'on a parlé artisanale ou PME, PMI, seront dotés également de parking. Absolument, oui, oui. Oui, non, mais c'est juste pour vous dire, aujourd'hui, on est dans des éléments préalables, c'est-à-dire chaque lot va faire l'objet d'une étude spécifique par un promoteur, constructeur qui va envisager le nombre de parkings nécessaires, de différentes places de stationnement pour les vélos, les bornes rechargeables ou que sais-je encore, en fonction du projet qu'il va développer. On n'en est pas du tout là. Et tout sera prêt. Alors, si quand même un élément de principe, tout sera prévu dans les espaces privés. Ça, c'est important. On ne va pas faire des parkings comme ça le long des voies. Ça ne marche pas du tout. C'est squatté, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, ça, c'est le principe. Et pareil pour les espaces verts. On parlait des espaces verts. Les espaces verts, c'est très simple. Hein. Ils sont imposés dans les espaces privés, ils sont obligatoires, ils sont gérés par chaque entreprise. Et puis sinon, tout le reste, c'est en partie public. Donc, c'est géré par la collectivité. C'est toutes les différences par rapport à la situation d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout pareil. Là, on a des propriétaires, on a des gestionnaires, on a des gens qui vont avoir la nécessité et le souhait de conserver l'état de leurs biens en plus des collectivités. En plus des collectivités. Moi, j'ai quelques questions du coup en ligne, car la réunion est diffusée aussi en visio. Donc, alors j'ai quelques questions sur la mobilité. Donc, prévoyez-vous une zone d'accès piste cyclable sécurisée, bien séparée de la zone, de la voie du bus et des voitures? Oui, donc ça va être bien entendu travaillé. Hein. On verra à ce moment-là avec l'aménageur, mais bien entendu que ce sera des zones qui sont complètement sécurisées pour les cyclistes ou les piétons. Très bien. Deuxième question, est-ce que la rue Eugène Delacroix sera aussi un autre accès? Il restera, comme il est aujourd'hui, un accès. Et comme je l'ai stipulé tout à l'heure, je vais avoir une vraie réflexion de savoir, pour essayer de rejoindre entre le modo et la zone d'activité, de voir si on réfléchirait peut-être à élargir cette voie, pas sur les habitations de la justice, il n'y en est pas question, peut-être sur le terre-plein qui n'est pas très large aujourd'hui, qui appartient à Sancy aujourd'hui, peut-être avoir une réflexion, peut-être tout simplement de mettre en sens unique, pourquoi pas. On est vraiment en réflexion, c'est bien trop tôt pour en parler, mais elle restera un accès ouvert pour aller à la zone d'activité ou en sortir pour l'instant. Très bien. Donc, dernière question mobilité, quelles seront les communes concernées par la ligne de bus?
La ligne de bus, c'est uniquement la prolongée de quelques mètres. Je dirais aujourd'hui, elle part de Sarcelles, elle dessert Écouen, elle dessert la gare des Anvilles, pour faire court. Elle s'arrêtait devant le Buffalo. Elle continuait, pas tous, mais une partie des bus continuait jusqu'à Moisselles et à Tinville. Donc, elle continuera à desservir la ligne dans sa totalité, si ce n'est qu'on lui fera faire juste un détour par je dirais la boucle dans la zone commerciale, avec un arrêt ou deux, mais un arrêt déjà à la hauteur du rond-point Suze, je vais appeler ça, ça sera déjà pas mal pour desservir pour les gens qui viendront au commerce, mais surtout également pour ceux qui viendront y travailler. Très bien. Il y a d'autres questions dans le public? Très bien. Bonjour. À quel moment sera mis en place la commercialisation des locaux, soit pour les artisans, soit pour la restauration, les choses comme ça? Alors là, j'ai pu laisser Monsieur Rémy répondre parce qu'on n'en est pas encore à l'aménageur. Effectivement. Alors on a, je peux le dire, hein, Sabrina y travaille parce qu'elle a énormément de demandes aujourd'hui. On commence à sélectionner. Il y en a qu'on écarte déjà, c'est très clair. Mais on n'a pas, hormis effectivement But qui tient, et nous aussi on tient à le conserver. Il n'y a pas que But, mais Maxilo tient à être resté là, Suze aussi. Et on a d'autres enseignes qui se sont déjà manifestées. Mais alors sur les dates de commercialisation, Philippe pourrait être un peu plus précis, je ne sais pas, donner peut-être une fourchette sur une année. Je n'aime pas tellement parler d'une année parce que ça dépend de… Non, mais c'est compliqué. Hein. Ça dépend de quoi on parle. Il y a des lots sur lesquels on réfléchit déjà sur les éléments de programmation précisément avec des promoteurs investisseurs. Ça dépend de quel type de lot on parle. Parce que là, vous avez évoqué plusieurs choses. Si on parle PME, PMI, là, il faut déjà être propriétaire de l'ensemble des terrains. Alors, c'est peut-être dans 6 mois, mais ça peut être aussi dans plusieurs années. Et donc, quand on a ce type de, comment dirais-je, de fourchette, hein, il y en a qui diraient un râteau, comme c'est la blague, mais c'est difficile de vous répondre. Le problème, c'est la maîtrise foncière. Si on a la maîtrise foncière, les choses peuvent aller assez vite. Enfin, en tous les cas, on a une visibilité. Donc, à partir du moment où on a la maîtrise foncière et qu'on a l'aménageur, donc l'aménageur, c'est en début d'année prochaine. Il va commencer ses travaux de viabilisation de l'ensemble des lots. Et on peut commencer à rentrer dans ce qu'on appelle des pré-commercialisations environ 3 ans ou 4 ans après. Voilà. Si on n'a pas de problème sur la maîtrise foncière. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Hein. Ce n'est pas possible. Hein. Oui, bien entendu, il n'est pas question. Enfin, même eux souhaitent y rester, hein, ils restent là, à cet emplacement-là. Oui. Oui, au même titre que la station de lavage qui souhaite également rester à cet endroit-là. Oui. Alors, on nettoie régulièrement. On a un ami, enfin un collègue, Didier No, pour ne pas le citer, qui fait un travail considérable. Je vais dire, il y a rarement une journée où il ne passe pas sur la zone d'activité. Ah, sonore, oui. Alors là, on y travaille aussi dès qu'on peut y remédier. On travaille avec les services de gendarmerie quand on peut constater, voilà. Moi, je suis plusieurs fois intervenu pour des gens qui font effectivement du tuning en voiture. Il y avait même des gens qui faisaient du modélisme dans les entrepôts qu'on a refermés, ce qu'on appelle l'ancien dépôt de matériaux de Castorama. Donc, on est très attentif à ça. Dès que le gardien constate quelque chose, il nous les alerte également. Et j'ai alerté également le gérant de Buffalo qui nous alerte également. Voilà. Oui, on essaie d'intervenir. On ne peut pas être là en permanence, vous vous doutez. On voit les traces de pneus le lendemain. Voilà. Alors, on essaie de les interpeller. On a d'ailleurs ajouté, que les caméras, il y en a plusieurs. Il y en a une nomade d'ailleurs qui doit être installée cette semaine, une complémentaire qu'on a récupérée sur la commune de Bouffémont, je crois d'ailleurs. Et donc, il va être installé en complément effectivement pour la partie arrière de Castorama pour voir ce qui s'y passe et pouvoir zoomer les gens qui viennent effectivement pour faire ce genre de sport, entre guillemets, et également sur les dépôts sauvages où on arrive à en interpeller quelques-uns quand même, dont des Ézanvillois. Les derniers, je ne vous donnerai pas son identité. Quelqu'un qui habitait rue de Normandie. Non, mais je ne donnerai pas le nom, bien entendu que non. Donc, vous savez que les gendarmes, notre police municipale, comme les gendarmes, passent très régulièrement. Et même lui, donc, il a pris une amende et puis il a été récupéré ce qu'il nous avait déposé. Donc, même des Ézanvillois voisins, je ne parle pas que des dépôts sauvages derrière le cimetière. Vous voyez, même à cet endroit-là. Et ça date de moins d'une semaine.
Est-ce qu'il y a... Oui, c'est le Duc. Monsieur le maire, vous nous avez attiré l'attention sur les pistes cyclables et je vous en remercie. Est-ce que vous pensez qu'une entrée par l'est de la ZAC serait possible? Vous avez parlé de la coulée verte là, et donc est-ce qu'une entrée par l'est serait possible plutôt que de prendre la route principale? L'est. Donc, en haut, nous, ce que je vois comme raccordement, c'est de rejoindre ici, je dirais, le complexe à cette ZAC. Ça, c'est l'objectif. Mais ce que je voudrais, c'est partir effectivement de la rue du Général de Foch, Maréchal Foch, en passant par le chemin de Moisselles, et rejoindre ici. Voilà, c'est l'objectif. Ce que je veux, c'est de pouvoir avoir même les collégiens qui vont à Jean-Bulan, qui puissent aller de Jean-Bulan, qui passent par le Aimé Césaire, qui passent par la ZAC et qui aillent jusqu'au Modo. Voilà, ça, c'est l'objectif. Merci, monsieur le maire. Du coup, en tant que pharmacien dans le centre-ville et par rapport à tous les commerces du centre-ville, à côté de la mairie, je voulais savoir quel était l'avenir des commerces qui étaient dans cette zone-là, notamment parce que ça va créer des difficultés commerciales par rapport au commerce avoisinant la mairie, et savoir s'il y avait des aides qui allaient être proposées pour pouvoir avoir se battre à armes égales sur une structure de cette envergure-là. Alors là, je crois qu'on a toujours une vraie différence entre les commerces qui s'installent sur une zone d'activité et les commerces de centre-ville. Et d'ailleurs, la clientèle est complètement différente. Ça ne répond pas totalement avec des aides, non. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une pharmacie. On a vraiment également, je le disais tout à l'heure, un désert. On est passé de 3 à 1. Moi, le premier, des fois, pour aller chercher une boîte de cachet, je lui reprends 3 fois tellement il y a la queue. Je ne suis pas le seul à m'en plaindre. Il y a une augmentation des clients qui sont partis vers la pharmacie de Descamps. Ça, je le sais aussi, c'était un constat, et tant mieux. Aujourd'hui, on n'envisage peut-être pas de pharmacie là-bas, je ne sais pas, c'est clair. Après, sur les autres activités, je vous l'ai dit, c'est surtout des PME, PMI. Il y aura un peu d'artisanal, bien entendu, du commerce. Quand on dit le commerce, c'est but, ça on peut l'annoncer. Les autres, non, parce que ce n'est pas encore acté. Voilà. Après, c'est du service et du loisir, mais il n'y aura pas, je dirais, d'autres entités qui porteront préjudice. Vous savez, celui qui a l'habitude d'aller à votre pharmacie, vous le savez bien, ont toujours les mêmes habitudes. Celui qui a l'habitude d'aller chercher son pain au centre-ville, il a son habitude. Le fleuriste, je n'ai aucun doute là-dessus. Le restant, c'est les coiffeurs, principalement. Le mobile phone, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas, malheureusement, on n'a pas un centre-ville aussi doté que certaines communes. Je pense qu'en l'occurrence, on domine, le président est parti de Soisy, où là, il y aura. Il est là, il est rentré dans le public pour voilà. Donc voilà, non, il n'y aura pas, à mon avis, d'impact. Et on sera vigilant, bien entendu, par rapport aux enseignes. Voilà. Il n'est pas question qu'on fasse un désert du centre-ville, même s'il n'est pas très grand, mais j'y tiens absolument. Et on va continuer à le développer avec des réaménagements aussi. Il n'y a pas que le projet de la ZAC. C'est pour ça que même dans les questions, on nous parlait de l'aspect culturel. Donc l'aspect culturel, on y travaille. On a plus que commencé, ou même le prochain COPIL a lieu, ce n'est pas le premier, le prochain a lieu le jeudi matin. Donc on y travaille sur un centre culturel. C'est une surprise qu'on va créer ici, proche du complexe. Donc je ne vais pas non plus créer 2 centres culturels, mais la culture, on y réfléchit aussi à Aizanville. Voilà. Moi, je vais avoir une question du coup complémentaire. Avez-vous des idées, propositions de type d'enseigne commerciale? Alors, je me garderai bien de vous les donner. Bien entendu, je vous le dis, il y a rarement, je ne vais pas dire une journée, mais tous les 2 jours, il y a des enseignes qui m'appellent. Donc, il y en a, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'écarte directement, style les enseignes alimentaires. Des enseignes discount, je n'en veux pas non plus. Voilà. L'objectif, on le disait tout à l'heure avec le président, on a vraiment une réflexion globale sur l'agglo. On sait que le Modo fonctionne bien. On voit même, le cabinet dentaire qui s'y est installé fonctionne très bien. Donc, vous vous doutez bien qu'on ne va pas créer un cabinet dentaire dans cette zone d'activité au détriment de celui qui vient de s'installer. Donc là-dessus, on a une véritable réflexion, mais globale pour la question. Voilà. Et les enseignes, oui, il y en a quelques-unes qui sont déjà bien positionnées, mais il est bien trop tôt pour pouvoir les annoncer. Les seuls qu'on peut, et M. Baudelet a eu raison, c'est de dire effectivement le Butquin est resté, et nous on est ravis de les garder, comme Maxilo, Suze également. Voilà, ce sont les seuls aujourd'hui enseignes qui, bien entendu, on ne touche pas au Buffalo ou à la zone de lavage, à l'aire de lavage, pardon.
Oui, alors le restaurant chinois, on discute avec lui, justement, avec M. Rennes. On ne sait pas ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il est en fermeture, malheureusement, ce M. Rennes. Après, est-ce qu'il voudra intégrer la zone? Est-ce qu'il sera en capacité de prendre des mètres carrés ou d'acheter des mètres carrés? On en discutera. Aujourd'hui, je pense que même lui, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Le Buffalo fonctionne bien. Je pense que c'est une clientèle qui est fidèle au Buffalo. Et d'avoir une diversité sur les brasseries ou les restaurants, ça peut être que bénéfique. Le Buffalo, non, il reste à sa place. Il y aura 2 lieux de restauration, une à l'entrée, je dirais, cette partie-là, et d'autres restaurations qui seront plus accessibles par les gens qui arriveront de la 301, en l'occurrence. Oui, vous dites que vous ne voulez pas de certaines enseignes. Est-ce que vous avez un droit de veto sur le fait que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais But demain veuille vendre à Carrefour? Est-ce que vous aurez un droit de veto? Oui, bien entendu. D'accord. Bien entendu. Oui. De toute façon, au niveau des enseignes, et là, Monsieur le Président pourra en parler mieux que moi, on a toujours une réflexion globale. C'est quelque chose qu'on discute surtout au bureau communautaire. Et ça, c'est sur l'ensemble des communes. Et ça, je pense que moi, je veux dire, tout nouveau à l'agglo, mais j'ai bien appris les règles et on s'y tient. Voilà. Oui, à la première réunion, il me semble qu'il avait été dit que ce serait souhaitable de conserver donc une activité liée à la maison. Et bon, déjà, il y a But, mais il peut y avoir d'autres choses. Alors, il n'y a pas que la maison. Moi, effectivement, j'ai une enseigne que je ne citerai pas encore. C'est une enseigne sur le bricolage. Le bricolage. Alors, le bricolage, quand je dis bricolage, ce n'est pas des matériaux. Parce qu'aujourd'hui, n'oublions pas qu'on a Holoco qui est là, qui fait des matériaux, qui fonctionnent très bien. Ils ont engagé quand même beaucoup de frais dans les travaux. Ils ont quitté Daumont pour venir à Aisanville, et c'est très bien. Mais par contre, je crois que ce qui manque à Aisanville, c'est parce que quand on veut une vis ou qu'on veut un tasseau, il faut aller au Roi-Merlin. C'est compliqué, ou alors aller sur Garges, par là. Que là, moi, je souhaiterais, c'est effectivement, on peut aller acheter un peu de peinture, des tasseaux, des vis, des équerres, mais du petit bricolage, mais pas des matériaux, j'entends bien, j'insiste bien. Je ne veux pas des palettes de parpaing, voilà, c'est ça. Ça, je souhaite à ce que le Roi-Merlin continue à travailler et que Loco continue à travailler également. Oui, monsieur le maire, si je peux juste compléter Oui, effectivement bien ce sûr. qu'on avait dit au mois de septembre. On avait parlé d'équipement de la maison, c'est ça que vous vouliez dire. Bon, non, mais le bricolage, c'est l'équipement de la maison aussi. Donc, et c'est vrai que c'est un site qui a une vocation historique. Alors là, vraiment, pour le coup, on peut facilement le dire, depuis 1976 sur l'équipement de la maison. Donc ça, c'est la vocation naturelle, probablement pas unique, parce que si vous voulez, on ne peut pas refaire les mêmes erreurs. Je veux dire, si on refait de l'équipement de la maison et que de l'équipement de la maison, bon, alors avant, c'était une vraie caricature, c'est l'équipement de la maison, alors que du commerce, que de l'équipement de la maison, et dedans, grande majorité de meubles. Alors là, bon. Et donc, il faut, voilà, l'équipement de la maison est déjà majoritaire avec But. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est une cible privilégiée. Alors après, ce n'est pas très grand parce que But, ça prend déjà, on a dit combien? 8 000. Voilà, 21 22 000, moins But, moins Maxilo, moins je ne sais pas quoi. Enfin, il ne reste plus grand-chose, ça va aller vite. C'est pas, voilà, c'est pas un monstre. C'est très modeste. Très, très modeste. Il faut vraiment très fortement relativiser, quoi. Il y a d'autres questions dans le public, j'en ai une en ligne. Bon, je vais vous en faire part. Donc, du coup, les commerces proposeront-ils des produits locaux, donc dans une démarche de développement durable? Oui, bien entendu, selon les enseignes qui vont se manifester. Moi, je suis tout à fait favorable pour vendre des produits locaux. Oui, ça, bien au contraire. Il y avait une enseigne, je dirais, entre guillemets, très bio qui s'était manifestée, qu'on a toujours sous le coude. Mais voilà, après, c'est surtout d'aller acheter je dirais, les aliments à proximité, bien entendu. Il y a d'autres questions dans la salle? Alors, s'il n'y en a pas d'autres, écoutez, je vous remercie encore de votre attention. Le site est toujours ouvert, donc n'hésitez pas, suite à cette réunion, à venir nous poser des questions. Le registre en mairie est ouvert. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre. Voilà, vous savez que je suis très sur les réseaux sociaux. Je suis en mairie également. Vous pouvez me joindre à tout moment, donc n'hésitez pas. Si j'ai une hésitation, bien entendu, je m'appuierai sur la technicité de Philippe,
qui est là et qui répond. Et il n'y a pas une journée, on ne sait pas au téléphone si on ne se voit pas sur ce projet. Hein. Donc voilà. Mais écoutez, s'il n'y a pas autre chose, peut-être que je vais laisser le mot de clôture au président. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le maire, en principe, on ne parle pas après le maire de la commune. Donc, là, c'est exceptionnel. C'est le non, président de la Plaine Vallée. Non, mais je crois que c'est un bel exemple de partenariat. Et le plus important, c'est que il y a bien sûr le partenariat entre l'agglomération, ses services et la commune. Et bon, je pense que vous avez pu constater qu'on avait, avec cette agglomération, une force de frappe, une qualité dans la préparation des dossiers, dans les recherches de subventions, qui était importante et appréciable. Et puis, ce qui compte au moins autant, c'est la participation, le partenariat avec les habitants et avec celles et ceux qui vont pratiquer cet espace, ce nouvel espace, et celles et ceux qui habitent à proximité. Et ce qui nous intéresse au moins autant, c'est que ce soit pour les futurs praticiens, c'est-à-dire vous toutes et vous tous, eh bien, un plus dans votre environnement, dans votre vie quotidienne, et c'est ce à quoi nous nous appliquons, et avec vous. Donc, je crois qu'il me revient de vous souhaiter une bonne fin de soirée et de vous remercier à nouveau pour votre participation, votre attention, et à bientôt pour une nouvelle réunion. Et comme vient de le rappeler Monsieur le maire, n'hésitez pas à poser des questions sur Internet. La boîte à questions est ouverte et nous sommes très attentifs à vos remarques et à vos suggestions. Merci à vous toutes, merci à vous tous.